va poursuivre par une dernière table ronde qui s'annonce décapante. Si, avec Arnaud Poissonnier, c'est toujours un peu décapant. Et après cette table ronde, on remettra les deux prix du matin et de l'après-midi au projet. Et on aura le plaisir d'entendre à nouveau une intervention, là encore, probablement assez décapante, d'Oussama Hamar de The Family. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Eh bien, rebonjour à tous. Il y en a qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout de la journée, c'est bien, bravo. On va enchaîner. Donc, comme Nicolas l'a dit, je me voilà transformé du statut de poissonnier au statut de peintre, parce que maintenant je suis censé décaper les murs. Donc, je vais faire. Donc, je suis heureux de passer de l'autre côté de la barrière, c'est d'animer cet atelier. Et puis, on va parler d'un sujet pas très simple, je ne sais pas s'il est polémique ou pas, mais en tout cas, on va parler ensemble du rôle de la sphère publique versus le crowdfunding, c'est-à-dire la question qu'on se pose, qu'on va se poser ensemble, c'est de savoir si le crowdfunding peut ou doit se substituer à la sphère publique. Alors vous avez évoqué l'atelier d'avant, le sujet des projets territoriaux, des projets locaux, on va prendre encore plus de hauteur. Est-ce que fondamentalement, demain, le crowdfunding va remplacer l'intervention de l'État? Allons-y. Et donc, pour échanger sur cette jolie thématique, effectivement, éventuellement un peu décapante, j'ai la chance d'avoir avec nous ce soir, ou dans cet atelier, un certain nombre de personnalités qui ont plein de choses à dire et qui sont toutes les unes et les autres aussi décapantes. Donc, dans l'ordre, je vous propose de faire l'appel. Donc, levez le doigt quand je vous appelle, les enfants. Antonin Léonard, qui est tout là-bas, donc qui est le chantre de l'économie collaborative, mais vous le connaissez tous, mais il se présentera rapidement après. Déborah Manzer, qui est là. Elle vous expliquera un petit peu aussi ce qu'elle fait et son implication dans le monde du crowdfunding. David Clément, qui représente la Caisse des dépôts, CDC Climat à la Caisse des dépôts et consignations. Marc Lermite, associé partenaire de chez EY, Ernst & Young, et Anne de Bettencourt de la Fondation Nicolas Lieu. Alors ce que je vous propose peut-être, ce qui est intéressant aussi dans ce débat, c'est que vous n'êtes pas en tant que tel, vous, des opérateurs de la finance participative, hein, contrairement à beaucoup de gens qu'on a entendus depuis ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est, avant de rentrer dans le cœur du débat, j'aimerais bien que très rapidement, mais vraiment très rapidement, vous vous présentiez, vous disiez qui vous êtes, et puis avoir juste très vite votre sentiment pour vous. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est génial, c'est chiant, c'est une révolution, c'est voilà, très rapidement. Et puis après on embrayera sur ce sujet de la complémentarité ou pas du crowdfunding avec la sphère publique. Voilà, donc je vais laisser honneur aux femmes. Anne, si tu veux bien très rapidement te présenter, nous dire qui tu es. Bonjour à tous. Donc Anne de Bettencourt, effectivement, donc Fondation Nicolas Hulot et vice-présidente de l'Institut de l'économie circulaire. Donc ce sujet sur lequel donc je travaille beaucoup, et dans l'économie circulaire, je suis particulièrement intéressée sur les sujets de l'économie de la fonctionnalité. Donc ce qui permet de effectivement faire émerger tous les nouveaux modèles, j'espère, de demain. Donc je suis ravie d'être ici. Merci de votre invitation. En gros, pour le faire très très court, parce que on doit faire très court. Je pense que le crowdfunding est un outil de revitalisation de la démocratie, ou une interpellation et de revitalisation de la démocratie et de la capacité des citoyens à co-construire un projet de société. Alors c'est peut-être un grand mot, une grande phrase, mais je crois fondamentalement que le crowdfunding peut permettre de réinterroger, réinterpeller, que ce soit les pouvoirs publics, mais aussi les financeurs traditionnels, ou le monde économique, pour savoir comment non plus seulement imposer ce que c'est que le progrès, imposer ce que c'est que l'innovation, ce que c'est que ce sur quoi on veut aller demain, mais de pouvoir co-construire avec les citoyens, qui ne sont plus considérés que comme des électeurs
et donner leur voix pendant les électeurs, ou que des consommateurs à la caisse, mais bien aussi des co-constructeurs du monde de demain. Et je crois que le crowdfunding répond absolument pas à tout ça, mais en tout cas peut y contribuer. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Marc Lermy, donc je suis associé chez EY. Je vais être extraordinairement terre à terre, hein, parce que je souscris à tout ce que vous disiez à l'instant, mais moi j'ai le sentiment, Arnaud, que si on pose la question que vous nous posez, que tu nous poses, du substitut à la sphère publique, bon, il est évident, je pense que tout le monde a compris que la sphère publique n'aura pas demain le rôle qu'elle a eu hier, et qu'on est en train de vivre et d'entrer dans une nouvelle ère, pas seulement en France, d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, de l'intervention publique, à la fois sur les montants, mais aussi sur ses modes, et peut-être sur la culture, hein, d'implication de l'entreprise, de l'entrepreneur, des populations dans l'économie. Et je pense, donc avec l'angle économique qui sied bien à la maison Ernst & Young, c'est que on pourra jamais dire que le crowdfunding sera un substitut à la sphère publique. Je pense que, et je veux pas clore l'atelier ou table ronde avec cette sentence. Est-ce que c'est un complément? Sans doute, mais ça, il faudrait aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on va pouvoir le faire il nous reste 34 minutes, 39 minutes 33. Moi, je pense que c'est un starter, un starter important et intéressant de la régénérescence, de la régénération de l'économie française et notamment de l'entrepreneuriat. C'est une évidence, mais je pense que le crowdfunding en tant que découvreur, capteur de talent, peut-être un peu plus audacieux, peut-être un peu hors les lignes, a toute sa place dans un monde économique beaucoup plus institutionnalisé, où là, les banques, les investisseurs, peut-être les consultants, les auditeurs prennent aussi leur place, les industriels, en tant que éveilleurs de tendances et à mon avis, élément extraordinairement important de la France de 2020, qui devra aller mieux que la France de 2014. Bon, je pense que je serai un peu plus court. Bonjour à tous, David Clément, groupe Caisse des dépôts. Alors au sein du groupe, le financement participatif est un nouveau modèle de financement qui a attiré tout notre intérêt depuis bientôt maintenant 2 années. Pour diverses raisons, différents acteurs sont venus à notre rencontre pour exposer leur activité, leurs problématiques, leurs besoins. Et puis aussi parce que c'est tout simplement un modèle de financement qui intervient, un nouveau modèle de financement qui intervient dans des secteurs pour lesquels le groupe Caisse des dépôts est attendu, à savoir la transition énergétique, l'économie sociale et solidaire, le numérique, l'immobilier, le soutien aux entreprises. Donc pour toutes ces raisons, on a depuis, comme je l'indiquais, depuis bientôt 2 ans, constitué des groupes de travail, mené des expérimentations, des analyses pour trouver un champ d'action, ce qui pourrait être un champ d'action pour le groupe Caisse des dépôts en faveur du crowdfunding, mais je reviendrai sur ces différents points plus tard. Donc Déborah Munzer, je travaille dans le civil, dans les milieux artistiques et culturels, notamment dans le cinéma et dans la musique, et fait appel donc à des plateformes au niveau professionnel, pour différents projets, notamment en transmédia. Et sinon, je suis élue à la culture d'une ville de banlieue parisienne et je m'occupe des collectivités pour la culture, quelle que soit leur couleur politique, en fait, une fédération qui réunit les élus à la culture des villes, des départements et des régions. Et c'est potentiellement plus à ce titre-là que je suis là parmi vous aujourd'hui. Sur le financement participatif, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'on parle évidemment de finances et évidemment d'argent et très bien. La finance participative peut-elle se substituer à la sphère publique? Du coup, tout le monde l'entend un petit peu comme en termes d'argent, vu le désengagement de l'État, vu la baisse des dotations aux collectivités, les 11 milliards sur 3 ans, etc. Est-ce qu'on n'a pas trouvé une manne là qui allait tomber un peu du ciel pour arranger un peu tous les élus, pour qu'ils puissent moins se faire tirer les oreilles, etc. par les porteurs de projets, par les citoyens? Moi, je suis pas vraiment dans cet état d'esprit-là que je rejette un petit peu. Et ce qui m'intéresse au-delà des complémentarités de financement, puisqu'il n'y aura pas de substitution, et je pense que ça, pour le coup, on est tous un petit peu d'accord, au-delà des complémentarités en termes de financement, dont on reparlera, il y a une complémentarité qui me plaît
réellement, c'est celle sur le contenu lui-même des projets. En fait, pour avoir suivi quelques projets de finances participatives, tant des projets privés que des projets publics-privés, du point de vue collectivité, je me rends compte que les projets ne sont pas les mêmes. En fait, les formes artistiques que ces projets prennent sont différentes. Et ça, c'est très réjouissant. C'est-à-dire qu'on assiste en fait à ce dont moi je rêvais depuis quelques années. Je voyais des projets un peu se refermer, des projets qui se ressemblaient tous plus ou moins les uns les autres selon qu'on était dans telle institution, dans tel genre d'institution, dans tel genre de cercle. Je pense notamment à des réseaux de théâtre public bien déterminés ou à des réseaux de cinéma bien déterminés. Voilà, où on avait l'impression d'avoir des projets qui se ressemblaient. Et en fait, dès lors qu'on peut entrer sur ces modalités de financement et d'éclosion des projets, on se rend compte qu'il y a des formes artistiques incroyables et qu'il y a une créativité formidable dans notre pays. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup en termes de contenu et en tant qu'élu à la culture, c'est de pouvoir voir émerger une économie du prototype partout et que tous les projets culturels, un par un, soient des prototypes, qu'on les finance différemment, avec des gens différents, avec des acteurs différents et qu'à la fin, on ait des formes artistiques différentes. Voilà. Antonin Léonard, je suis l'un des cofondateurs et principaux animateurs de WeShare. Donc on définit WeShare comme étant à la fois une communauté, un think tank, do tank dédié aux problématiques et impacts macroéconomiques de l'économie collaborative. Donc on produit beaucoup de rapports, d'études et on anime une communauté de chercheurs sur les sujets liés de manière transversale à l'économie collaborative. On anime on organise chaque année une conférence internationale qui est le WeShare Fest qui aura lieu en mai prochain. C'est la 3e édition. On fait venir plus de 1000 personnes des 4 coins du monde qui s'intéressent aux impacts politiques, économiques, culturels de l'économie collaborative. Et on est aussi un incubateur de personnes, un incubateur de projets, de personnes qui viennent des 4 coins de l'Europe, qui veulent porter des projets au sein de l'économie collaborative. Pour nous, le crowdfunding et plus largement l'économie collaborative, c'est un formidable levier de transformation culturelle et sociétale. C'est un formidable levier de transformation culturelle pour les institutions. Et c'est d'abord cela qui nous intéresse dans le crowdfunding. Alors effectivement, je crois qu'on a déjà répondu à la question. C'est plutôt un moyen complémentaire vis-à-vis de la force publique de financer des projets. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être rentrer dans le détail et j'ai un peu étudié en prévision de cette intervention et j'ai regardé qu'aujourd'hui on a très peu de data, très peu d'informations et très peu d'études sur la réalité de cette complémentarité entre le financement via le crowdfunding et le financement public. Et je pense que à court terme, ce qu'il va falloir essayer d'identifier, c'est dans quelle mesure effectivement le crowdfunding peut être un levier de mobilisation citoyenne et du coup s'inscrire en complémentarité par rapport au financement public qui est parfois un peu plus top-down. Et à plus long terme, la question qui se pose à mon sens, et on le voit aujourd'hui avec le développement de l'initiative de financement de budget participatif porté par la ville de Paris, c'est dans quelle mesure le financement participatif et le budget participatif vont pouvoir se rejoindre, dans quelle mesure de plus en plus de villes vont lancer des plateformes pour laisser la possibilité à des citoyens de voter, de décider eux-mêmes quels sont les projets qui pourraient être financés par des villes ou des collectivités locales. Merci. Mais vous êtes déjà tous en train de répondre à la question et moi quand même la question reste posée pour moi. Est-ce que il peut pas y avoir tentation pour certaines collectivités publiques, pourquoi pas pour l'État parfois, de se dire allez, j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants de l'État dans la salle, mais super, on a créé une loi magnifique qui va totalement libérer le financement de tout un tas de projets, plutôt professionnels, etc. Et donc, j'en profite. Je me désengage de certains secteurs dont j'estimais que c'était mon devoir de les financer, que ce soit au niveau de l'accompagnement de l'entreprise, au niveau de l'amorçage de certains secteurs qui avaient du mal à se financer par le privé, au niveau de l'intérêt général, etc. Comme vous êtes tous déjà en train de dire que c'est du complémentaire, mais moi je vous pose la question avant de rentrer dans le sujet de la complémentarité. Est-ce que parfois on n'est pas tout simplement dans une démarche un peu... je vais pas dire opportuniste, mais de l'État, comme si, tant mieux, on a créé ce truc-là, et puis maintenant, on a créé l'outil, démerdez-vous, quoi. Pardon. Je devrais quand même avoir votre réaction là-dessus. Je pense on sera pas tous d'accord sur cette table ronde, mais si on réduit ce débat du financement participatif à la partie
participative, je pense qu'effectivement on aura oublié que le cœur et le nerf de la guerre, je vais répondre à ta question, c'est probablement la question du financement d'abord, avant la question du participatif. Mais ceci dit, aujourd'hui, on ne peut pas se cacher que tout le monde se repasse le mistigris du financement. L'État qui a plus les moyens d'ambition forte, de long terme, qu'il souhaite assurer et qu'il doit assurer sans doute sous des formes nouvelles. Les collectivités qui représentaient bon an mal an 75% de l'investissement public et qui avaient un rôle extraordinairement important, non seulement pour notre bien commun, le citoyen, les services publics, mais aussi comme moteur de développement économique dans les villes et dans les régions, sont exsangues et prêts à l'aube d'un Big Bang qui va en laisser peut-être la moitié sur le carreau et avec un vrai affolement aujourd'hui sur mon métier demain, mes moyens demain, est-ce que je dois encore financer, y compris des domaines importants dans le financement public comme la culture, mais le financement public dans la culture, ça n'est que 20% du montant global de la culture. Donc tout le monde se repasse le mistigris du financement, et je pense qu'il y a une question qui vous revient, qui me revient, qui nous revient, qui est celle de la pédagogie du financement participatif. C'est-à-dire que je pense qu'on va être assez d'accord sur le fait que quand on rencontre, et on ne peut pas leur en faire injure, des élus, des acteurs publics, des fonctionnaires, ils ne comprennent pas bien les mécanismes, la réglementation, les montants, les vrais montants qui sont aujourd'hui en croissance du financement participatif. C'est à nous de l'expliquer. C'est à nous d'être clairs sur ce que c'est, ce que ça n'est pas. Et donc je pense qu'il faut craquer cette question-là du financement et des nouveaux modes de financement et se dire que, je rejoins Déborah là-dessus, si dans le monde de la culture, qui est un monde économique également. On a, nous, l'année dernière, révélé dans une étude que la culture, je vais le dire rapidement, c'est plus que la voiture. 1 200 000 emplois en France, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un vrai moteur économique. Et ce moteur économique, il a un carburant très important qui est le financement public, auquel se substitue en partie, et à certains endroits, par des plateformes comme Culture Time ou d'autres, du financement participatif. C'est très intéressant, mais ça suffira pas. Non, je pense que globalement, on sera tous assez d'accord sur le diagnostic. On ne peut pas proprement parler de substitution. Encore que, il faudrait voir selon les différentes natures de projets. Et il est peut-être vrai que dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, il y a cette forme de substitution. Mais je dirais que pour recentrer le sujet sur ce qui nous interpelle au sein du groupe Caisse des dépôts, quand on pense projet dans le domaine de la transition énergétique, par exemple, il n'y a en aucun cas substitution, il y a bien évidemment complémentarité. Marc, tout à l'heure, parlait d'une étude. On a également mené sous l'égide de notre direction du développement des territoires une étude extrêmement précise sur les besoins exprimés des différents acteurs dans ce circuit du crowdfunding, depuis les internautes, les collectivités territoriales, les plateformes. Et il ressort de cette étude que, notamment concernant les collectivités territoriales, qu'il y a une véritable demande en faveur du crowdfunding. Et cette demande, elle est en partie, mais pour beaucoup, expliquée par ce souci, ce besoin de communication. Et elle voit dans ce modèle de financement une mesure de l'acceptabilité, de l'acceptation du projet qu'elle souhaite voir se développer dans leur région. Donc un désengagement de l'État, un désengagement des collectivités locales, non. Une complémentarité, on l'a mesuré, on le mesure sans difficulté. Moi, je voudrais juste, pour répondre à la question, je pense que c'est pas du tout impossible que l'État ou les collectivités pensent que ça soit une capacité de se substituer. Que ça soit pensé, je pense qu'il faut le poser. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait pas dans la tête de certains. Donc oui, le risque que l'État ou la sphère publique dans son ensemble pense qu'il puisse se substituer, je pense que c'est pas un leurre. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sera acceptable? Je pense pas. Je vois pas très bien des citoyens à un moment, plus le sujet va être
plus le sujet va être connu et aspiré, se rendent compte que ça peut être considéré comme un nouvel impôt, sauf qu'on leur donne le choix de l'impôt qu'ils sont en train de choisir. Donc, je pense que le crowdfunding, s'il est vu par les collectivités ou l'État comme un complément ou comme en tout cas une substitut d'investissement, enfin de financement, et qu'on va continuer à faire du top-down en leur disant ben voilà, j'ai mon beau projet, regarde, viens le financer puisque c'est un projet local et vous allez voir, ça va être génial. Je pense que ça va pas, le leur va pas rester très très longtemps. Il me semble qu'il serait quand même plus intéressant pour l'État et la sphère publique de considérer que le crowdfunding, ou en tout cas le crowdfunding restant un outil, je pense plutôt à la participation des citoyens, à la co-construction que peuvent avoir les citoyens, de se dire comment, en fonction de ce qui est exposé et que les citoyens peuvent être inspirés de financer tel ou tel projet, quel qu'il soit, alors, en coopération avec la sphère publique, on puisse se rendre compte ce qui inspire les gens et donc ce qui doit inspirer l'État pour aller dans un sens ou dans un autre. Ça ne veut pas dire que ce soit les citoyens qui fassent eux seuls la décision de ce que sera demain l'intérêt général, parce que ça remplacera jamais ça, mais en tout cas, ça peut permettre une co-construction. En tout cas, voilà, juste pour dire, je pense que il faut qu'on arrive à voir non pas le crowdfunding comme un financement complémentaire de la sphère publique qui n'arrive pas à financer, mais comme un outil d'inspiration, un outil d'innovation, un outil qui puisse faire un nouveau lien de co-construction entre les citoyens et la sphère publique. Oui, pardon. Juste pour donner un exemple là, des budgets participatifs, notamment des collectivités. Donc c'est un petit peu à la mode, surtout dans les grandes villes comme Paris notamment, New York aussi fait ça. Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière parisienne qui est de proposer les projets et de faire voter les gens. Et donc c'est voilà. Et il y a la manière new-yorkaise qui est quels sont vos projets, mesdames et messieurs les citoyens de la ville de New York, et ensuite effectivement ils sont défendus, ils sont budgétés par la ville, c'est-à-dire qu'on voit une désinstitutionnalisation totale de la politique, enfin dans ce qu'elle porte au départ, puisque c'est la ville qui se met au service des gens, qui budgète un peu comme ça à la louche les projets juste pour voir à peu près, et ceux qui arrivent en premier dans les votes, dans les discussions, etc., sont pris évidemment dans la mesure du montant qui est fixé annuellement par le budget de la ville. Mais donc on voit bien la différence. Et effectivement, moi je partage entièrement cet avis. Je voudrais pas que les collectivités continuent de donner de se défausser en fait, tout simplement, c'est-à-dire d'avoir leurs projets et de dire aux gens payez pour nos projets exceptionnels. Et si je ne le souhaite pas, ça c'est pas tant pour des raisons artistiques, financières, etc., que pour des raisons politiques et au sens noble du terme. Idéologique, non? Ouais, non, mais démagogiquement parlant, c'est idéologique un peu. Pourquoi? Non, je sais pas. Non, mais je questionne. En fait, dans quelle mesure l'exemple de la ville de New York, c'est un mauvais exemple? Non, c'est un bon exemple. Ah, c'est un bon exemple, d'accord. Ah non, c'est exactement. Ah non, justement, c'est l'inverse. Je trouve ça formidable. En fait, c'est exactement ça. Je trouve justement bien meilleur l'exemple où ce sont les citoyens qui, dans un budget participatif, donnent des exemples de projets, et où c'est pas la collectivité, donc exactement dans le même esprit, qui décide des projets et qui ensuite fait appel à l'argent des gens juste pour compenser ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Donc et au contraire, c'était un exemple très positif. Okay. Excuse-moi alors. Tu voulais embrayer. Non, je voulais juste dire, en fait, je trouve qu'on a beaucoup d'intuition. Alors il y a eu quelques études, mais qui s'appuient sur du déclaratif. Finalement, c'est des gens on connaît tous le limite du déclaratif sur des études, alors qu'on a beaucoup de data en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de plateformes avec beaucoup d'informations sur l'impact que peuvent avoir les projets. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est de justement faire le tour des plateformes et de mener une très belle recherche pour avoir des informations plus pertinente sur effectivement quel est l'impact de projets financés en mode crowdfunding sur le financement public. Nicolas Le Sûr, t'es dans la salle?
Ah, t'as entendu? C'est noté. Il a dit oui. Non, parce que c'est Il le a cas. dit oui. Il y a un chercheur je crois que c'est de Stanford qui mène des réflexions depuis 2 ans là-dessus. Et l'une de ses conclusions, c'est qu'on manque énormément de data qualitative aujourd'hui pour pouvoir apporter des enseignements précis et pertinents sur ces questions. Je veux pas être le défenseur des collectivités territoriales, c'est absolument pas. Bon, ceci étant, il est vrai, je représente un établissement qui est au service de l'intérêt général dans des projets qui impliquent des collectivités territoriales. Donc bon, il y a peut-être un. Mais je faisais référence tout à l'heure à une étude où on a mesuré une demande exprimée par les collectivités. On a mesuré aussi une ignorance des collectivités locales sur le sujet du crowdfunding. Et donc, je pense qu'il y a surtout un besoin d'acculturation. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, grâce à cette étude qui a été menée, on a pu véritablement définir, nous, groupe Caisse des dépôts, et l'établissement public notamment, une sorte de mode opératoire qui permet justement de faire se rassembler des acteurs publics et des acteurs privés dans un projet qui accorde une place centrale au financement participatif. Donc je pense qu'il y a aussi, il y a beaucoup peut-être d'interrogations, d'inquiétudes, du fait d'une ignorance des collectivités locales sur le crowdfunding, et il y a tout un travail d'acculturation à faire. Et ça, c'est le job des plateformes. C'est le job des plateformes, c'est le job d'acteurs comme par exemple le groupe Caisse des dépôts qui lui est en capacité à être en lien avec les collectivités locales via ses directions régionales et qui est également très présent dans le tissu économique local. Et oui, enfin, chacun doit être partie prenante dans cette acculturation. Oui. Pardon, il y a une discussion au sein des collectivités territoriales, c'est souvent qui revient. Alors peut-être qu'à vous, ça va vous paraître une question très primaire, mais beaucoup d'élus posent la question. Quelle est la différence entre la souscription publique telle qu'elle a existé dans notre pays à plein de reprises en fait, et le financement participatif, à part l'outil, le numérique, Internet, etc. Pour des élus, il y a quand même une différence assez importante entre. Enfin, je veux dire, l'outil numérique change beaucoup de choses. Non, je sais, en fait, c'est des questions qui me sont posées, donc auxquelles je réponds aux gens, mais qu'est-ce qui se passe, Antonin? Non, mais c'était pas pour t'interpeller. On avait dit que l'un des buts de la session, c'était qu'il y ait une engueulade. Donc c'est en bonne voie. Mais donc du coup, c'est ça qu'il faut expliquer aux élus locaux, c'est-à-dire que quand vous dites que les élus locaux partent d'un peu loin, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est obligé d'expliquer ce que le numérique change, non pas seulement en termes d'outils, c'est-à-dire c'est pas juste un outil comme ça qui change rien, mais ça change toute la dynamique de société, ça change toute la dynamique, et c'est pas qu'un secteur à part, enfin voilà, qu'un moyen, et qu'en fait la souscription publique ce serait la même chose que la finance participative. Il faut vraiment expliquer tout ce que ça change en termes de dynamique, en termes de contenu de projet, en termes de co-création et en termes d'implication des citoyens, et surtout de l'esprit positif qui peut être véhiculé pour construire des projets ensemble avec les gens qui sont les électeurs d'une commune, d'un département ou d'une région. Et c'est vraiment ça qu'il faut expliquer tout le temps, et je pense qu'il faut tous le faire, pour le coup, pas que les plateformes, mais tous. Ouais. Marc, tu veux... Oui, moi, donc si je résume un peu, donc la sphère publique cherche sa nouvelle vie et avec moins d'argent pour nous. Je fais très simple aussi, très primaire. Excuse-moi si c'est trop primaire, tu me le dis. Et je pense que franchement, c'est un moment pas facile pour un État, des collectivités, des agences publiques, des opérateurs publics qui ont un vrai talent et une vraie compétence, et je le redis, qui jouent un rôle dans le moteur économique privé qui est très important. Donc la question après, c'est comment, et moi c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, s'il n'intéresse que moi, je suis absolument confus, c'est comment on fait redémarrer ce pays qui a un talent formidable dans le monde culturel, dans le monde de l'innovation, je vais y venir, dans les territoires, dans le monde associatif, dans l'industrie, quoi qu'on en pense. Comment on le fait redémarrer aussi avec, donc deuxième résumé, ce qui est plutôt un complément, un catalyseur, un outil de démocratie, un outil d'implication qu'un substitut. Aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui. Et moi, il y a une question qui me taraude, c'est si le cœur économique français dans les territoires, dans l'entrepreneuriat, je ne parle pas des grands groupes, c'est un cœur plutôt innovant, plutôt techno, plutôt scientifique, plutôt créatif.
comment on emmène le tiers de Français, autre très bonne étude, peut-être la vôtre d'ailleurs, qui dit que un tiers de Français est prêt à donner et à participer. Prêt à participer à hauteur de 50 €. Moi, je trouve ça intéressant de voir que les plateformes, là, certaines des vôtres, elles prennent plus que 50 €. Donc, un tiers d'entre nous qui dit « je suis prêt », moi je suis prêt. Après, c'est passer des paroles aux actes, c'est un vrai sujet. Après, quand on me pose la vraie question « combien ?» 50 €, là, je suis un peu plus prudent. En réalité, je vais donner 100 €. Ça, je trouve ça très intéressant. Comment faire pour que ces 100, peut-être ces 150, ces 200, aillent vers des projets techno, innovants, des projets qui seront les carburants économiques d'une France un peu différente, un peu nouvelle, en laquelle je crois, dans des horizons plutôt court, moyen terme que très long terme. Moi, là, je suis un peu sans réponse pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur ce type de projet. Qu'on est dans des projets d'intérêt général, de proximité, c'est ce que dit aussi notre étude sur le mécénat et les collectivités, de façon assez surprenante, pas uniquement sur l'art, les loisirs, la culture ou sur la solidarité sociale, mais aussi sur l'environnement. C'est ce que d'ailleurs, je pense, là où la CDC a un rôle extraordinaire à jouer, CDC Climat notamment, c'est-à-dire qu'il y a des projets à vocation économique qui sont aussi à l'œuvre. Mais est-ce que ça va emmener des entreprises dans les biotech, dans les nanotech, dans l'Internet des objets, dans la santé, dans le numérique? Là, j'ai plus de mal à le voir. Et est-ce que c'est pas là justement l'apport de la nouvelle loi qui, notamment sur les plateformes d'equity, va permettre tout un tas de start-up de se financer? Quand on regarde les projets qui émergent sur les plateformes d'equity, il y a des représentants, il y a quand même beaucoup de start-up intéressantes. Et donc, est-ce que c'est pas le demain du crowdfunding? C'est pas ce sujet-là. Et Antonin, en France, on est quand même l'un des champions du monde. Enfin, t'es mieux placé que moi mais de l'économie collaborative. Est-ce que aujourd'hui et demain, le crowdfunding n'est pas un formidable accélérateur de tous les nouveaux projets d'économie collaborative, qui fait que on a une loi qui nous met à la pointe des grands pays sur le financement participatif, et peut-être demain encore plus sur l'économie collaborative grâce au financement citoyen? Enfin, comment tu vois les choses, la complémentarité entre crowdfunding et économie collaborative? C'est mon ami Vincent Ricordo qui dit souvent que le crowdfunding est la banque de l'économie collaborative, et je pense que c'est assez vrai. Je crois qu'on est au tout début en fait d'un mouvement assez formidable de renouvellement du financement de l'économie. Et effectivement, l'économie collaborative, son développement en France est une illustration d'un bouleversement culturel. Je crois que les Français en ont marre de la hiérarchie, des organisations éminemment verticales, et en fait faire du covoiturage, utiliser Airbnb, financer son projet en crowdfunding, c'est aussi un moyen de se réapproprier du pouvoir et de prendre le pouvoir dans la société. Maintenant, je crois qu'il va falloir faire effectivement énormément de pédagogie sur toutes ces nouvelles possibilités de financement. Ça vous fait rire ce que je dis? Non. Non, moi je dis souvent c'est pour gagner du pouvoir d'achat plus que pour reprendre le pouvoir, mais. Ouais. Moi, la vraie question, et d'ailleurs c'est la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est dans quelle mesure toutes ces innovations et le numérique va bouleverser aussi le rôle des institutions. Et à mesure qu'on reprend le pouvoir sur l'économie, on va aussi vouloir reprendre le pouvoir sur la politique et sur la démocratie. Et cette question-là aujourd'hui, elle est posée aux politiques, et la façon dont les politiques réagiront face à cette demande, tout reste à imaginer et à penser pour les années à venir. Il faudra organiser les assises de la citoyenneté participative probablement demain. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement formidable aujourd'hui autour de la démocratie ouverte, de la démocratie participative. Moi, je ne crois pas que la démocratie participative ou la démocratie ouverte a vocation à replacer la démocratie représentative. Maintenant, clairement, il y a du chemin. Enfin, on peut faire plus de participatif et d'ouvert par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça implique un changement culturel de la part des élus et du gouvernement qui est à 180 degrés. Donc, ça va prendre du temps. Et c'est à nous de porter ces idées, et c'est à nous de porter ce changement progressivement. Je crois que le financement participatif est un formidable levier pour lever des leviers culturels de peur face à des innovations. J'ai le sentiment, et là encore, comme tu le dis, Antonin, c'est de l'intuition, sûrement plus qu'autre chose, mais même par rapport au déclaratif, quand on voit l'étude qui dit que les gens sont particulièrement intéressés par les projets liés à l'environnement, je pense que les critères de choix, de ce que j'imagine, en tout cas en tant qu'actrice du
crowdfunding, mais enfin pas actrice, consommatrice ou utilisatrice, je sais pas comment on peut dire, contributrice, voilà, co-acteur, co-constructeur, permet de se dire que on n'a sûrement pas les mêmes critères d'investissement quand on va faire du crowdfunding versus de l'investissement si on va donner son argent à la banque pour lui dire tu me le mets dans un fonds qui va me rapporter X. Je pense qu'on répond à des valeurs, à du sens qui est différent de ce que l'on veut faire dans de l'investissement. Je pense qu'on mise sur son futur à soi et j'espère aux autres générations parce que c'est un moyen de co-créer le monde dans lequel on veut aller demain. On peut donner donner des coups de pouce comme ça à des choses qui vont nous inspirer, qui soient pas forcément dans le rationnel de si je mets 50 €, combien ça va me rapporter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais quelque chose qui est je veux pousser dans quelque chose qui est vraiment très stimulant par rapport à l'innovation. Et j'ai l'impression que cette innovation-là, ces pionniers-là, quand ils passent un temps énorme à chercher de l'argent, ils ont besoin de l'impulsion de ceux qui seront peut-être les consommateurs de demain, d'où la communauté qui est créée autour du projet et qui n'est pas seulement la communauté de financement, mais de la communauté qui sera aussi des acteurs. Et du coup, ça crée un lien très différent avec ces pionniers de l'innovation, toutes sortes d'innovations. Et donc je pense ça répond à un gap qui est comment je lève la peur de financer l'innovation, les pionniers, l'économie sociale et solidaire ou autre, et que la finance participative peut aider réellement à lever ces freins-là. En tout cas, je pense que ça peut répondre à une partie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette... Parce que quand je vous entends, vous parlez de... Effectivement, c'est très intéressant de se dire que grâce au financement participatif, c'est des nouvelles formes de projets qui vont émerger, qui vont être financés, que ce soit dans la culture, dans l'innovation, etc. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas un risque d'être en une espèce... Pardon, je vais être un peu caricatural, mais une espèce de dictature citoyenne, où du coup, tout un certain nombre de projets un peu plus classiques, et je pense notamment à toutes les questions d'intérêt général, seraient délaissés au profit de l'engouement de la citoyenneté via des outils de collaboration, de collaboratif ou de financement. Est-ce que dans la complémentarité dont on parle, il n'y a pas aussi une nécessité que la sphère publique intervienne pour calibrer ou pour recadrer, c'est-à-dire pour participer, pour promouvoir le financement, y compris par des plateformes de crowdfunding, de projets qui pourraient être délaissés par ce mouvement citoyen? Je pense notamment à l'intérêt général, qui est quand même un sujet important. Comment faire pour que la sphère publique aussi, si elle n'a plus les moyens, favorise par le financement participatif le financement de tout un tas de projets d'intérêt généraux qui ne sont pas naturellement financés par le privé. D'abord, je pense que les projets d'intérêt général pourraient être un peu moins classiques et aussi un peu plus, un tout petit peu plus créatifs. J'allais dire snappy, créatif, c'est exactement l'adjectif, créatif. Deux, quand on voit effectivement, et je pense que on est allé dans l'excès, le désintérêt, le désamour, voire la franche hostilité des citoyens, moins pour leur ville que pour l'échelon supérieur, département, région, État, n'en parlons pas. Là, il va falloir donner des preuves d'amour. Je parle de l'État et de l'acteur public. C'est-à-dire que si l'État, ma région, mon département, mon intercommunalité, donc là on s'éloigne un tout petit peu de la proximité, la ville a encore une bonne cote d'amour. Et s'il me dit, je fais appel à vous, souscription publique, crowdfunding, j'ai compris que c'était pas du tout la même chose, il va falloir qu'il me donne des preuves que ça vient en économie du coût de mon service public, voire de mes impôts locaux. C'est-à-dire que je pense il faut commencer à parler un peu la deuxième langue, c'est-à-dire la langue de l'économie quand on est acteur public. Comme en culture, il faut savoir, et Déborah le sait, parler aussi la langue de l'économie, cette deuxième langue, parce que c'est le monde dans lequel on va vivre. Et là donc, l'État, l'acteur public en général, encore une fois dans son mérite, dans sa nouvelle forme, il faut qu'il fasse l'effort de diminuer peut-être la pression. Au moment où on s'apprête à supprimer 9 régions métropolitaines, à n'avoir que 13 regroupant les 22, excusez-moi d'avoir été un peu rapide, peut-être supprimer un échelon départemental, mais pour la moitié seulement des départements, l'effectif de la fonction publique territoriale augmente de 2%. Nos impôts, je pense que je ne veux pas faire sondage dans la salle et surtout pas ici, sont pas moindres cette année, ou en tout cas la pression fiscale n'a jamais été aussi forte.
La dépense publique, c'est 57% de notre PIB. Donc c'est pas possible. Donc il va falloir qu'en nous demandant et en nous incitant, peut-être en nous parlant un peu mieux du financement citoyen participatif, on nous donne aussi les signes qu'on peut passer de 57 à 56, à 55, à 54, etc. Je pense que c'est la seule solution pour intéresser, parce qu'aujourd'hui on est dans un blocage un peu, qui est-ce qui tire le premier ? Moi, je paye trop, mon transport en commun coûte trop cher, mon eau coûte trop cher, mon électricité coûte trop cher. C'est pas à moi de financer l'économie, c'est pas à moi de m'intéresser à ça. On est vraiment dans toutes les études, hein, les études Ipsos, les études des CDC, les études Ernst, etc. Tout montre ça, qu'il y a un blocage. Et donc, tant qu'on n'aura pas un peu décomplexé, montré que la sphère publique est économe, la sphère publique se transforme, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à leur demander, ni même leur demander, nous expliquer qu'il faut un peu mieux financer l'économie. Si tes impôts baissent, tu es prêt, toi, à t'engager à financer en participatif Je le dis la ici création très prudemment. Je dis ici très prudemment, si ici, dans cette grande salle, à cet endroit magistral de la France, on me dit que mes impôts vont baisser, je suis prêt à faire des choses. Qui est prêt ici à affecter une baisse de son impôt de 10% au financement de projets sur un site de financement participatif? Levez la main, s'il vous plaît, très honnêtement. Y a-t-il des représentants de l'État dans cette salle? Prenez une photo, il y a une vidéo, s'il vous plaît. Michel Sapon et maintenant. Alors ça, c'est un événement fort de cette journée. Engagement collectif. Merci beaucoup, bravo. Non, mais ça s'appelle la responsabilité, tout simplement. En fait, moi, je partage tout à fait cet avis qu'il faut aller vers une descente un peu de la dépense publique, tout ça, parce que là, on a atteint un niveau de saturation maximale, et surtout une espèce de détestation des autres groupes qui seraient beaucoup mieux lotis que nous-mêmes, etc. Enfin, il y a une ambiance un peu. C'est pas un avis de gauche ou de droite. T'es d'accord avec moi, Déborah? Rien à voir. C'est un avis moi, sain. de toute façon, la gauche et la droite, moderne, bien sûr, on est d'accord. C'est un avis un peu hostile à une frange un peu extrême, mais pas gauche, pas droite. C'est on trouve des gens qui pensent comme nous, pour le coup, à gauche et à droite. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, moi, je discute avec des gens de gauche et de droite qui pensent ça. Voilà. Prochaine conférence, le crowdfunding est-il de gauche ou de droite? Oui, enfin, la prochaine. Ok. Mais je suis pas là ce jour-là. Non, mais du coup, par rapport aux preuves d'amour, etc., dont tu parlais, il y a quelque chose qui est évidemment à trouver, et c'est dans l'ouverture de la sphère publique, en fait. C'est-à-dire que là, moi je le vois, hein, les gens nous voient comme beaucoup plus fermés qu'on ne l'est réellement, et qu'on a envie de les aider réellement. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que ça peut aussi aider la sphère publique, non pas à remplacer ce qu'elle n'est pas capable de faire, etc., mais même ça peut l'aider elle-même à s'ouvrir à nouveau vers les citoyens, parce qu'il y a énormément d'élus et de gens dans les collectivités qui sont de bonne volonté par rapport à ça. Donc c'est aussi une manière de commencer cette descente et d'augmenter cette responsabilité de chacun, voilà, par rapport à ça. Donc moi, effectivement, je le vois d'un bon œil. Attention aux populistes, aux démagogues en tout genre qui pourraient foutre des projets sur je sais pas quoi et faire beaucoup de choses qui seraient négatives, mais j'avoue que j'ai assez confiance en mon pays à ce niveau-là, donc je pense qu'on va pouvoir y arriver. Antonin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Dans financement participatif et dans budget participatif, effectivement, il y a financement et budget, donc il y a argent, et il y a aussi participatif. Et je pense que aujourd'hui, ce qu'on demande aussi aux collectivités, c'est d'apprendre à faire du vrai participatif et pas du participatif cosmétique on a pu le voir. Tu as évoqué certaines villes qui se mettent au participatif, et faire du vrai participatif, ça c'est une question de design, c'est une question d'empathie aussi. Donc il y a toute une culture qui est nécessaire d'appréhender, et effectivement aujourd'hui la culture des institutions elle est plutôt à l'opposé du vrai participatif. Donc on en revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le changement culturel, le besoin de pédagogie et le besoin de formation, il est considérable, et il doit être mené par tous, par les plateformes, par les citoyens qui, je pense, sont déjà dans une dynamique participative, et il faut accepter aussi de faire un peu de chemin vers les collectivités, vers les institutions qui aujourd'hui, effectivement, je pense, sont assez perdues par rapport à ces nouvelles dynamiques. Et si je peux me permettre d'ajouter avant que ça se termine, il faut impérativement ajouter de la sécurisation.
les acteurs publics seront très hésitants à intervenir dans un environnement non sécurisé. Et ça, c'est un point sur lequel que je souhaitais exposer avant la fin de ces assises. Il faut impérativement que des institutionnels, que des grands acteurs accompagnent les acteurs de financement participatif français. Si on veut avoir un modèle émergent français et in fine, parce que là est l'essentiel européen, et vous pouvez compter sur le groupe Caisse des dépôts sur ce sujet. On a plein d'idées et on les met en musique. Cool, merci pour cette charmante proposition. Juste pour rebondir là-dessus, je crois qu'effectivement, enfin moi le mot qui sera vraiment le plus important, c'est de la co-création. Et la co-création, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un État fort, une sphère publique importante et qui permette de co-créer avec ce qui va faire émerger, ce qui va émerger des citoyens, ce qui va émerger des acteurs. Mais cette co-création avec un État fort, courageux, qui permettra de faire la norme, la réglementation, etc. Mais non pas seulement du top-down, mais aussi utiliser ça comme bottom-up. C'est ça, je pense, la nouvelle revitalisation de la démocratie dont je parlais au début, et une réelle participation, et non pas seulement je vais te faire accepter des choses. Non, je vais co-créer des choses avec ceux qui portent. Non, je te vois froncer les sourcils, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre un État fort et une désinstitutionnalisation. C'est-à-dire que si on souhaite un peu tous ici une sorte de désinstitutionnalisation, c'est pas contre les institutions et ce qu'elles font, c'est contre la fermeture qui est même pas de leur faute ni de la faute des gens qui y travaillent, qui sont vraiment pour beaucoup bien intentionnés et qui ont envie de s'ouvrir. C'est vraiment le système qui a été fait comme ça et qu'il faut décloisonner. Donc ça veut pas dire que la libération de la participation citoyenne, qu'elle soit financière ou pas, remplace ou doivent remplacer la puissance publique. C'était vrai pour la question des finances, mais c'est aussi vrai d'une manière générale. Donc quand on dit qu'on veut un État fort, ça veut pas dire qu'on veut une... Pardon, je rejoins parce que je suis assez d'accord. Ça veut pas dire qu'on veut une dictature, parce que là on serait complètement fou. Mais ça veut juste dire qu'il y a un moment donné où il doit y avoir, je vais dire un gros mot à 20 secondes de la fin, une sorte de planification des décisions... des décisions de l'État ou des choix qui sont faits à un moment donné, c'est-à-dire une ligne, une vision, un cap. Là, je sais plus ce qu'ils emploient les gens. Voilà. Mais c'est ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et je crois que c'était ça. Voilà. Est-ce que on doit un peu rendre l'antenne, mais est-ce que aussi une contribution on parlait de complémentarité, il y avait à l'époque de Arnaud Montebourg, et je ne sais pas où ça en est Nicolas de ce sujet-là, mais où l'État a dit par la voix d'Arnaud Montebourg, mais en fait, nous, État, non seulement on va réguler un peu ce métier pour qu'il puisse s'exprimer, se développer, etc., mais on va aller plus loin, on va contribuer. C'est-à-dire que la citoyenneté des projets qui fait que effectivement des projets vont émerger grâce aux plateformes de crowdfunding, ben nous l'État on va abonder, on va cofinancer, etc. Je sais pas où on en est de ce sujet-là. Je crois que mais est-ce que c'est pas aussi là le rôle de l'État demain, comme ça a été fait comme c'est fait en Angleterre, hein, où l'État a créé un fonds de co-investissement des projets financés sur la plateforme. Alors au municipal, on a vu émerger, peut-être même avant, j'en sais rien, mais au municipal, j'ai vu plusieurs cas de villes, quelles que soient les tendances politiques, qui proposaient 1 euro pour 1 euro, des espèces donc de fonds comme ça conjoints de 1 euro pour 1 euro, c'est-à-dire il y a on fait appel à une plateforme de financement participatif pour lever de l'argent et la ville, du coup, enfin la collectivité abonde à hauteur de, donc dans le budget, etc. Voilà, 1 euro pour 1 euro ou 1 euro pour 2 euros, enfin peu importe. Et donc ça c'est vrai que c'est un levier qui est intéressant parce que du coup on s'engage conjointement avec les citoyens d'une manière forte et le fait d'assumer ça responsabilise évidemment les citoyens, mais aussi les collectivités, et on a un regard où on est ensemble sur un même projet, et c'est plus eux les porteurs de projet et nous qui devons abonder, ou l'inverse dans le top-down, mais voilà. Donc ça c'est intéressant, moi je trouve, de regarder dans la même direction avec les citoyens vers un projet commun. C'est ça l'écofinancement et c'est ça qu'on essaye tous de mettre en place. Alors, je ne veux pas faire la promotion d'une ministre actuellement en place, mais ce principe du fonds d'abondement existe en région Poitou-Charentes.
Et le ministre, il y pense ou pas? Le ministre, là, ici, il y pense ou pas? Sûrement, oui, sûrement. Ça, je peux pas. Ok. Le temps nous est imparti. Est-ce que Thierry, il est où? Est-ce qu'on a le droit à une petite séance de questions ou pas? Non, 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 il me dit. Bon, ah bah écoutez, je suis vraiment... je suis désolé. En tout cas, merci mille fois pour cet échange très fructueux et puis bonne fin de journée à vous. Merci à vous tous.